Bonjour à tous. Alors, je suis Lucille Peget et je vais représenter la SNDA dans le cadre de l'exposé La fin de l'expérimentation animale, obstacles et perspectives. Mais le docteur Gérard Lizard, que j'ai le plaisir d'accueillir, va également représenter la SNDA pour présenter son travail sur la sclérose en plaques. Il est par ailleurs lauréat du prix Renard SNDA, qui est un prix de 15 000 € que nous décernons aux recherches substitutives. Donc le docteur Lizard va nous parler de la recherche sur la sclérose en plaques, des limites de l'expérimentation animale dans le cadre des maladies neurodégénératives, des obstacles financiers, réglementaires et de l'absence de formation des chercheurs à ces méthodes. Et pour terminer, je conclurai sur les propositions que nous avons à la SNDA pour favoriser le développement de l'utilisation des méthodes substitutives. Gérard, c'est à vous. Merci Lucille, bonjour à tous, merci de votre présence. C'est un plaisir de vous parler des méthodes substitutives qu'en fait moi j'enseigne depuis en gros 5 ans. Donc c'était avant que l'on se connaisse et qu'on fasse connaissance avec Lucille. Donc en ce qui concerne le travail que j'effectue donc au sein du laboratoire, donc nous travaillons sur les maladies neurodégénératives et en particulier donc les maladies démyélinisantes. Donc nous y sommes arrivés parce que initialement donc on travaille sur des maladies génétiques et cette maladie génétique sur laquelle on travaille est une maladie démyélinisante et nos connaissances donc nous les avons transposées à la sclérose en plaques. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait peu de modèles animaux qui étaient fiables et qu'en particulier donc sur ce modèle de maladie génétique, le modèle proposé et pourtant qui consistait à inactiver un gène impliqué dans la démyélinisation chez l'homme ne donnait pas de démyélinisation chez la souris. Donc ça c'est un exemple pertinent, je pense, montrant qu'effectivement, on ne peut pas systématiquement transposer, enfin aborder par l'intermédiaire d'un modèle animal, une pathologie humaine, et que cette pathologie peut être soit exacerbée, soit diminuée. Donc, dans le domaine de la sclérose en plaques, donc il existe des modèles animaux, et en particulier le modèle d'encéphalomyélite allergique expérimental, qui est un modèle assez dur. Donc je pense que vous trouverez facilement des vidéos sur Internet. Comme ça a été signalé par mon prédécesseur, en fait, donc, le problème des modèles animaux, c'est que bien souvent, ils sont faits pour répondre à une question bien précise, et avec les modèles en question, il est difficile d'étendre à d'autres questions et à voir d'autres aspects d'une maladie. Donc, dans les pathologies neurodégénératives qui font partie du plan maladie neurodégénérative, donc dans l'ordre vous avez l'Alzheimer, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, donc qui sont des maladies effectivement sévères où on doit trouver des médicaments novateurs. C'est pas facile à différentes raisons, pour différentes raisons, pardon, qui sont liées au fait que si vous sortez un petit peu des chemins battus, vous allez avoir un petit peu de difficultés. Donc il faut de ce fait, si vous ne souhaitez pas utiliser les modèles animaux et malgré tout trouver des médicaments, parce que donc moi je suis chercheur INSERM, et donc c'est mieux comprendre pour mieux soigner. Le but c'est quand même de soigner, la recherche c'est quand même de soigner. Et si on veut être efficace, il faut des modèles qui soient des modèles efficaces et appropriés. Et donc Claude Bernard a été cité. Donc effectivement, mais Claude Bernard, avec tout le respect qu'on lui doit en tant que scientifique ou médecin, donc ça fait quand même déjà une bonne centaine d'années. Donc je dirais il serait temps de voir autre chose, sans renier pour autant tout ce qui a été apporté par ce médecin et physiologiste éminent. Voilà. Donc la sclérose en plaques, c'est la seconde maladie neurodégénérative. C'est une maladie neurodégénérative démyélinisante.
J'entre pas sur la définition de la myéline. La myéline, qu'est-ce que c'est? C'est une gaine qui entoure en fait les terminaisons nerveuses, on va dire des cellules nerveuses, et qui permet en fait de transporter l'information d'une cellule nerveuse à l'autre pour aboutir au muscle. Et si vous avez donc une mauvaise myéline, vous allez avoir des perturbations au niveau du système nerveux central, ça veut dire au niveau donc, du cerveau et au niveau de la moelle épinière, avec subséquemment donc, des problèmes. Aussi, vous avez des problèmes, généralement dans les maladies démyélinisantes, des problèmes oculaires. Vous avez le nerf oculaire, les nerfs auditifs, olfactifs, etc. Donc il n'existe actuellement pas de traitement curatif pour limiter l'évolution de ces maladies et surtout pour les soigner. Et donc, nous, on s'intéresse à ces problèmes de myélinisation en recherchant de nouveaux médicaments, hein, ce qui est un enjeu considérable, et en recherchant de nouveaux médicaments en utilisant donc des modèles qui sont des modèles in vitro, et donc qui sont des cellules immortalisées. Donc on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure pour voir ce qu'il est possible de faire dans ce domaine et qui sont donc des enjeux scientifiques importants. Donc les méthodes substitutives, c'est une nécessité pour la recherche sur la sclérose en plaques, c'est aussi une nécessité, je dirais, pour la recherche d'une façon générale, parce que ce que je pense que l'on a vu tout à l'heure sur le petit film, donc les animaux sont utilisés à différentes fins, hein, bien sûr, pas uniquement sur les maladies neurodégénératives, les animaux, à juste titre ou non. Donc l'éthique, donc c'est un problème important. Donc à chaque chercheur de l'évaluer, il n'y a pas de contrainte. Bien sûr, on passe devant des comités d'éthique. Ensuite, il peut y avoir des enjeux qui peuvent être des enjeux financiers, politiques, etc. Donc, scientifique, c'est le modèle mime que partiellement la pathologie humaine, c'était la première chose que je vous ai dit avec le modèle sur lequel on travaillait et ce qui m'a conduit, moi, à regarder les alternatives. Et donc, dans le cadre du projet qui a été financé par la SNDA, donc nous, on cherche à avoir justement, et ça rejoignait même avant qu'on ait fait connaissance, et en fait avant qu'on ait discuté avec Lucile, ce projet rejoignait des impératifs qui étaient sans s'être concertés, donc tout à fait en accord avec ce qui est développé par des industries, des start-up, pour mettre au point des méthodes alternatives, et aussi des techniques qui sont développées donc, par des grandes universités, hein, donc l'Université de Californie aux États-Unis développe des modèles alternatifs. Le NIH, le National Institute of Health, donc à Bethesda, qui a été, on parlait tout à l'heure de l'industrie pharmaceutique qui a quand même préconisé l'utilisation de modèles animaux, donc revient là-dessus et donc préconise des modèles alternatifs et développe des modèles alternatifs. Donc nous, dans notre domaine, c'est comprendre la myélinisation. Donc là encore, je n'insisterai pas sur le fondamental et tous les points, avec des enjeux qui sont des enjeux considérables. Donc ça touche à la fois la maladie, telle que la sclérose en plaques, d'autres maladies myélinisantes, telles que la sclérose latérale amyotrophique, ou bien dans le cadre du vieillissement, on sait aussi qu'on a des problèmes de myéline qui peuvent survenir. Et je dirais que dans le cadre d'une société vieillissante, on a intérêt de s'intéresser à ce genre de choses et de mieux connaître. Donc épargner des milliers de souriceaux et de souris, c'est vrai que ces expériences sur les maladies neurodégénératives sont en général de grandes consommatrices d'animaux, à juste titre ou non. Et même entre nous, je dirais, on n'est pas toujours d'accord. Donc les obstacles au développement des méthodes substitutives, donc c'est effectivement des manques de financement, parce que ces méthodes sont relativement peu connues, même relativement peu connues des étudiants. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de les faire connaître.
en mettant en avant un certain nombre de choses que l'on peut faire maintenant et qui n'étaient pas possibles, on va dire, il y a une dizaine d'années, mais qui le deviennent de plus en plus. Donc les difficultés pour réaliser ces méthodes alternatives, et en particulier ces méthodes de microfluidique ou de body on chips, donc on peut mimer des organismes entiers sur des petites structures. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant en termes d'innovation, donc avec une forte valeur ajoutée, avec des brevets potentiels, et qui, je dirais, pourrait conduire à... Alors l'intérêt de ces méthodes substitutives, je pense que ça peut aussi, au niveau européen, par exemple, si c'était poussé au niveau européen, au niveau français, ça pourrait conduire à un leadership dans ce domaine, et donc il y aurait des retombées économiques, culturelles qui seraient sans doute assez importantes. En revanche, bien sûr, ces méthodes restent actuellement encore très peu connues. Donc, c'est encore à moi, Lucille, ou c'est à vous? Donc, je conclue ou vous concluez? Il y avait la question aussi de l'absence d'enseignement, de formation en règle générale à ces méthodes substitutives dont vous souhaitiez parler. Oui, donc en termes d'enseignement, donc les méthodes substitutives, lorsqu'il y a les chercheurs ou même les responsables de laboratoire, si vous êtes responsable de laboratoire, vous devez avoir donc des agréments pour l'expérimentation animale dans votre laboratoire, au cas où ça se fait, même si vous n'en faites pas. Et donc dans ces méthodes, dans ces enseignements, on a une part d'enseignement sur les méthodes alternatives qui sont qui est encore relativement limitée et qui sont plutôt des méthodes d'imagerie, donc pas les méthodes auxquelles je m'intéresse, qui sont des méthodes qui permettent de prendre en compte donc sur des systèmes de modèles, de nouveaux aspects qui peuvent se substituer, et non pas en utilisant des cellules animales, mais en utilisant des cellules humaines. Donc ces cellules humaines, et j'en arrêterai ici, qui peuvent être utilisées pour faire de l'expérimentation animale en considérant différents compartiments, hein, puisque quand on fait, pour simplifier, lorsque l'on fait de l'expérimentation, ce que l'on appelle le in vitro, donc dans des boîtes de culture, on va prendre uniquement un type de cellule. Donc ce qui est souvent avancé pour l'expérimentation animale, c'est lorsque l'on va prendre des animaux, on va avoir des métabolites, des produits, c'est-à-dire pas la molécule en elle-même, mais ça va être un dérivé de cette molécule qui peut induire l'effet. Or, on sait pertinemment qu'en fonction des modèles, on peut avoir ou non le métabolite. Donc, quand on a des méthodes qui sont des méthodes in vitro, et en particulier des systèmes de microfluidique, on va avoir différents compartiments qui peuvent mimer différentes choses, et on peut avoir accès à ces métabolites. Donc, on a actuellement, je dirais, la possibilité de développer des choses extrêmement pertinentes. Et à ce niveau-là, c'est uniquement une volonté. Il doit y avoir une volonté qui accompagne les chercheurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gérard Lizard. Alors, pour terminer tout de même, alors vous retrouverez ces conclusions et ces propositions dans les fiches qui vous sont remises par CAP. Les conclusions, donc les propositions pour le développement des méthodes substitutives de la SNDA sont de renforcer le soutien public financier à l'égard des méthodes substitutives, car il y a un véritable manque de financement. On parle de 98% des montants qui sont alloués à la recherche traditionnelle contre 2% alloués aux méthodes substitutives. Donc il est important de renforcer ces soutiens financiers. La question de l'enseignement auprès de la communauté scientifique dont Gérard vient de nous parler, il serait important aussi de faire connaître ces techniques, ces méthodes qui existent, donc de les enseigner. Donc ça, cette proposition, vous la retrouverez dans les fiches. Et la sensibilisation au pouvoir public et d'opinion publique.